Et si je vous disais qu'en 2008, le monde a frôlé l'effondrement total du système financier? Aujourd'hui, on va revenir sur la plus grande crise financière du 21e siècle, la crise des subprimes de 2008. Une crise qui a éclaté aux États-Unis avant de secouer la planète entière. Pourquoi et comment tout cela est arrivé? Quelles leçons peut-on tirer pour éviter qu'un tel scénario se reproduise? Voici les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, car aujourd'hui, on va analyser en profondeur les causes, les conséquences et les enseignements de cette crise. Chapitre 1, le contexte économique avant la crise. On va faire un petit retour au début des années 2000. À ce moment-là, l'économie américaine est en pleine expansion. Les taux d'intérêt sont très bas et le marché immobilier explose littéralement. Montée des prix, boom de la construction. On a réellement donc une euphorie totale qui se crée autour du secteur immobilier américain. Tout le monde absolument veut acheter sa maison. Les banques se mettent donc à prêter de l'argent à tout va, et même à des emprunteurs à haut niveau de risque. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Alors qu'est-ce que c'est concrètement un subprime? Eh bien c'est un prêt immobilier qu'on va accorder à des emprunteurs avec une faible capacité de remboursement. Déjà là, normalement, vous devez comprendre qu'il y a un problème et que le niveau de risque est particulièrement important. Et surtout, dans ces subprimes, on a des taux d'intérêt qui sont très attractifs au départ, mais qui augmentent avec le temps. Et ça, un certain nombre d'emprunteurs ne l'avaient pas forcément saisi, ou en tout cas, avaient un petit peu mis de côté cette idée. Chapitre 2, le mécanisme qui a mené à la crise. Le mécanisme qui a créé cette crise, c'est la titrisation. En gros, c'est le produit toxique qui a fait tout exploser. En effet, les banques, à ce moment-là, ne gardent pas leurs crédits sur leur bilan. Elles les revendent à Wall Street. Ces prêts, ils sont donc découpés et transformés en titres financiers qu'on appelle des CDO, Collateralized Debt Obligation. Et ces titres sont donc achetés par des investisseurs du monde entier. Alors en plus de ça, les agences de notation ont eu un rôle crucial dans cette crise et elles sont clairement en faute. En effet, des agences de notation comme Standard & Poor's, Moody's ou encore Fitch ont attribué des notes AAA à ces produits qui étaient réellement toxiques et donc en encourageant l'investissement autour de ces produits. Le problème, c'est qu'en réalité, ces prêts étaient ultra risqués. C'est tombé du cul, je vous dis! Donc on a vendu ces produits comme quelque chose d'hyper intéressant à absolument tout le monde avec un niveau de risque faible, alors que c'était absolument tout l'inverse. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'effet domino. On a eu de plus en plus de personnes qui se sont retrouvées à ne plus pouvoir payer leurs prêts. Bah oui, parce que les banques avaient prêté de l'argent, même à des personnes qui n'étaient pas forcément en capacité de pouvoir rembourser derrière. Elles ont pris du coup des risques démentiels et elles n'ont en réalité pas eu réellement conscience des risques. À ce moment-là, en plus, on a eu une hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed. Et donc, on a eu un effondrement total du marché immobilier américain. Les banques se sont alors retrouvées avec des tonnes et des tonnes d'actifs sans aucune valeur. Et là, panique générale. Chapitre 3, l'explosion de la crise. En 2007-2008, l'effondrement commence. On a de grosses institutions financières comme Bear Stearns qui commencent à s'effondrer. Les banques arrêtent donc d'un seul coup de se prêter de l'argent entre elles. Et quelques mois plus tard, on a le point de rupture, la faillite de Lehman Brothers qui a lieu le 15 septembre 2008. C'est l'une des plus grosses banques d'investissement aux États-Unis et dans le monde qui fait faillite. Et à partir de ce moment-là, effet boule de neige sur le reste de l'économie. Les marchés boursiers plongent et une panique mondiale s'installe immédiatement. Le chômage explose et on se retrouve avec des millions de personnes aux États-Unis qui perdent leur maison. Chapitre 4, l'intervention des États. À partir de ce moment-là, il faut absolument intervenir pour stopper l'hémorragie mondiale. Et on a donc un plan de sauvetage de 700 milliards de dollars qui est posé sur la table. Le gouvernement lance un plan de bail-out pour sauver les banques. On l'appelle le plan Paulson. À ce moment-là, la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, l'équivalent de notre Banque centrale européenne, baisse les taux à 0%. C'est historique. Et on a donc à ce moment-là un rachat massif d'actifs toxiques par la Fed. Mais attention, tout ça n'a pas eu que des répercussions aux États-Unis. On a eu aussi un impact majeur en Europe, puisqu'on a des banques
comme Dexia, comme RBS ou encore comme la BNP Paribas qui ont été gravement touchés par cette crise. Et d'ailleurs, cette crise a créé quelques années plus tard la crise de la dette européenne qu'on connaît tous. Chapitre 5, les conséquences à long terme. Alors évidemment, cette crise, qui est aujourd'hui derrière nous, entre guillemets, et qui est terminée, elle a laissé un certain nombre de séquelles dans l'économie mondiale, dans la tête des gens, mais aussi sur les marchés. Et elle a eu un impact vraiment à l'échelle mondiale, puisque ça a créé une récession à l'échelle de la planète et un chômage sur les 5 continents en hausse. On a eu ensuite, à partir de ce moment-là, une méfiance accrue envers le système financier traditionnel, parce qu'on s'est rendu compte en fait de toutes les dérives qu'il y avait et de tous les dangers que les banques ou les opérateurs de marché pouvaient prendre dans certaines situations. Il y a eu très clairement un excès de confiance à ce moment-là parce que l'économie américaine se portait bien et du coup on a des acteurs de l'économie qui se sont mis à faire absolument n'importe quoi. Ils se sont pris pour les rois du monde en pensant qu'absolument rien ne pouvait arriver. Et à partir de ce moment-là, on a eu aussi une hausse des inégalités économiques partout dans le monde. D'ailleurs, chose assez intéressante, quelques mois seulement après la fin de cette crise, on a eu la naissance du Bitcoin. C'est à ce moment-là que le white paper de Satoshi Nakamoto propose une réelle alternative au système bancaire traditionnel. La création d'un actif décentralisé, totalement hors du contrôle des banques centrales. Évidemment, ce n'est pas du tout un hasard si Bitcoin arrive à cette période-là. Et Bitcoin arrive comme une réelle réponse à toutes les problématiques du système traditionnel. Dans ce chapitre 6 désormais, on va se poser la question, peut-on revoir une crise de ce type? Alors déjà, quels sont les signes d'une nouvelle bulle financière? Une hausse des dettes des États et des entreprises, une explosion des produits dérivés et une instabilité des marchés obligataires. Si on fait la comparaison avec aujourd'hui, malheureusement, il y a certains points qui sont assez similaires. Que ce soit du côté de la crypto, du côté de l'intelligence artificielle, de l'immobilier ou même de la tech en général, on se rend compte qu'on a des sortes de bulles qui sont en train de naître un petit peu partout sur les marchés. En plus de ça, on a aujourd'hui une réelle explosion des produits dérivés. Si on prend par exemple juste la crypto, regardez les ETF qui sont en train d'être lancés sur Bitcoin, sur Ethereum et bientôt sur certains altcoins. Sans parler de tous les autres produits structurés qui sont en train d'être créés sur d'autres titres financiers, d'autres actifs. Alors, les banques centrales peuvent-elles encore une fois sauver l'économie? Malheureusement, on est aujourd'hui dans une énorme fuite en avant et l'issue de cette fuite en avant est en réalité très inquiétante. Et ça va péter! Alors, je veux absolument pas dans cette vidéo vous vendre de la peur et vous inquiéter vis-à-vis de la situation actuelle. Mais je pense qu'on est à un point où il faut être particulièrement prudent vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. On l'a vu par exemple sur les marchés américains, on est arrivé sur des niveaux de valorisation absolument démentiels et des fois un petit peu décorrélés de la réalité. Et c'est un petit peu la problématique réelle actuelle des marchés. On est décorrélé totalement de la situation de marché réelle. Ça s'observe particulièrement en Europe. Vous regardez la situation économique européenne, elle est quand même pas rassurante du tout. On est au bord d'une récession depuis plusieurs mois maintenant. Et pourtant, le DAX, par exemple, l'indice allemand, n'a jamais été aussi haut et continue encore et encore de progresser. Au-delà de ce problème de décorrélation entre le comportement des marchés et la réalité, on a aussi un problème d'hyperconcentration. C'est-à-dire que les performances des marchés se font uniquement grâce à quelques valeurs, grâce à quelques secteurs. Malheureusement, on peut donc se poser la question que si ces quelques secteurs, ces quelques bulles qui portent les marchés depuis plusieurs années maintenant se mettaient à exploser, ça pourrait avoir des répercussions absolument catastrophiques sur les marchés mondiaux et donc l'économie. Pour faire un résumé, la crise des subprimes est un exemple parfait de l'impact des excès financiers. D'où l'importance majeure de l'éducation financière pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'économie, les opérateurs du marché oublient très très vite ce qui s'est passé dans l'histoire et retombent dans les mêmes erreurs sans cesse. Alors aujourd'hui, on essaye de cacher ces erreurs en trouvant des coupables. C'est-à-dire qu'on va expliquer à la population que l'inflation massive, elle est due à la guerre en Ukraine. Alors que non, une inflation massive, c'est dû au fait que les banques centrales impriment énormément d'argent. On va expliquer aux gens que le problème de la dette, il est dû au Covid ou à la Russie. Alors que non. C'est des problématiques internes de gestion monétaire et économique qui entraînent ces phénomènes. Mais aujourd'hui, plutôt que d'assumer et de vouloir régler les problèmes de fond, on retarde l'échéance, on repousse la problématique. Sauf qu'à un moment, on ne pourra pas le faire indéfiniment et on va se manger le mur
en pleine face. Évidemment, il existe des solutions. Et aujourd'hui, Bitcoin est une réelle réponse à ces différentes problématiques. Mais malheureusement, il a aussi certains inconvénients. En tout cas, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est un petit peu votre avis là-dessus, et si selon vous, on va se retrouver dans une crise similaire à ce qu'on a pu avoir en 2008 dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et enfin, pour terminer, si jamais ce sujet vous intéresse, vous avez des films très intéressants qui parlent du sujet, notamment The Big Short, que vous avez peut-être déjà vu, qui retrace un petit peu l'histoire de cette crise des subprimes. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui avaient identifié les problèmes en question que je vous ai expliqué dans cette vidéo et qui essayaient d'alerter un petit peu tout le monde. Malheureusement, les gens s'en sont rendus beaucoup trop tard. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Encore merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Film.